Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. La Serbie a porté à sa présidence un nationaliste, Tomislav Nikolic, qui ne veut pas entendre parler de l'indépendance du Kosovo, pourtant autoproclamée en février 2008. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme qui a pris la plume, mais aussi le roseau, parce qu'il peint au roseau pour décrire ce Kosovo à un moment très précis, après les bombardements de l'OTAN en 1999. Gani Yacoupi, bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes l'auteur et le dessinateur, alors vous nous expliquerez votre technique, de cette bande dessinée, La Dernière Image. Vous y racontez d'ailleurs que vous êtes d'origine kosovare et que vous êtes retourné, donc juste après ces bombardements de l'OTAN, dans votre pays natal, en compagnie d'un photographe peu scrupuleux, parce que c'est aussi une réflexion sur les pratiques du journalisme et du photojournalisme en particulier. 1999, c'est le conflit entre l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, et les forces armées serbes qui ont réprimé brutalement toute cette population kosovare albanophone. Donc 2 mois et demi de bombardement après, vous arrivez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une vraie réussite de la communauté internationale qui a sauvé les Kosovars? Oh, oui, ça c'est indéniable parce que de toute façon, à partir du moment que des milliers, des centaines de milliers de vies sont sauvées, c'est toujours une réussite. C'est jamais bon d'utiliser les armes, mais si c'est pour permettre la survie d'une population, évidemment, il y a toujours ce qu'on appelait à l'époque des effets collatéraux. L'expression, malheureusement, a pris une mauvaise connotation, mais une guerre a toujours des effets négatifs aussi. Mais dans ce cas-ci, au moins, on a sauvé une population, oui. Puis vous dénoncez d'ailleurs le relativisme pratiqué par certains reporters qui disent par exemple que Belgrade a été autant bombardé que Pristina et que donc les Serbes ne sont pas plus coupables. Le journalisme doit-il être moral, immoral, prendre des positions? C'est une question assez profonde parce que j'ai essayé de la retourner aux journalistes dans les interviews que j'ai réalisées pour le dossier du livre, parce que la bande dessinée est accompagnée d'un dossier. C'est à eux de le dire. Je ne souhaite pas... D'ailleurs, j'adopte une position de journaliste. Là, j'expose les faits et je laisse les autres dire, conclure jusqu'à quel point il s'agit de moralisme, jusqu'à quel point il s'agit de suivre les faits. Et le journaliste en question, c'est quelqu'un qui s'était trop laissé emporter par une sympathie du moment, parce que lui, pour les Serbes en l'occurrence. Oui, en l'occurrence parce qu'il était tout simplement parce qu'il avait visité surtout Belgrade, le Kosovo, il l'avait vu juste à télé. Mais comme dans tous les métiers, la tentation est trop forte d'abuser de ses compétences ou de sa position pour imposer une vision. En même temps, vous n'êtes pas totalement partie neutre en ce qui vous concerne. Vous êtes d'origine kosovare. Vous êtes rendu sur les lieux où les forces armées serbes ont assassiné 8 de vos cousins. 10. Alors, oui, parce qu'il y en a qui se sont rajoutés, on a trouvé par la suite qu'il y a eu d'autres. Mais... Quel a été votre sentiment vis-à-vis des Serbes à l'époque? Des Serbes, ça n'a jamais changé, parce que ce n'est pas les Serbes qui ont tué mes cousins, c'est des personnes armées qui étaient de nationalité serbe, mais ils auraient pu être, je ne sais pas moi, français, allemand, turc, américain, quoi que ce soit. C'est pas l'appartenance nationale qui compte dans ces situations-là. C'est eux, dans ce cas précis, c'était des militaires. Donc, ils répondaient à une politique. Et c'est cette politique-là que j'accuserais, la politique du gouvernement serbe à l'époque, pas les Serbes. De Milošević en l'occurrence, et tout ce qui a précédé Milošević, parce que Milošević n'a été qu'un instrument du nationalisme serbe. Quelle est votre impression aujourd'hui sur la Serbie? Est-ce qu'elle s'est réformée, devenue européenne, au-delà du... La Serbie, c'est un pays extrêmement dynamique. C'est un pays complexe, comme tous les autres. En France, vous avez un important électorat lepéniste en ce moment, mais vous ne pouvez pas parler de la France comme un pays xénophobe, loin de là. Donc on ne peut pas parler de la Serbie comme un pays nationaliste, loin de là. Voilà, exactement. Donc, la Serbie est complexe aussi. Et ce qui est
est lamentable, c'est que quelqu'un comme comme Nikolic, a fait un acolyte de Milosevic, le nouveau président, qu'on ne trouve pas quelqu'un plus valable. Parce qu'il y a des politiques qui sont bien meilleurs que lui, mais dans les Balkans, et là ça se reproduit aussi ailleurs, mais des fois, les meilleurs n'accèdent pas au pouvoir. Alors, vous êtes retourné aussi au Kosovo depuis, depuis l'histoire que vous racontez dans cette BD. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un pays qui tient la route, c'est-à-dire qui est fonctionnel, capable de fonctionner dans les accords de Dayton, dont on voit bien qu'ils ont quand même un certain nombre de limites? Ben, c'est une question complexe parce que c'est un pays qui... Vous savez, pour nous, les intellectuels qui déposions beaucoup d'espoir dans ce moment-là, on a un sentiment on a une frustration parce que ça aurait pu être bien mieux et c'est la faute aux politiques locaux et c'est la faute à la communauté internationale. Votre pays d'adoption, d'ailleurs, l'Espagne n'a pas reconnu aussi le Kosovo. Non. Mais c'est une histoire beaucoup plus complexe, enfin complexe, non, banale, c'est le problème des politiques espagnoles, des politiciens espagnols, pas de la politique, pas des gens, le sentiment des gens n'épouse pas du tout cette politique-là. Mais bref, pour en revenir au Kosovo, c'est dommage parce que ça aurait pu être... c'est un tout petit pays, ça aurait été facile à gérer et facile à en faire un pays modèle, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Mais je trouve que dans les conditions présentes, et les Balkans étant ce qu'ils sont, il faut être réaliste, hélas, ça tient assez bien la route. Vous dénonciez aussi le sort des Roms, les populations roms, qui sont un peu les boucs émissaires idéales des deux camps, puis aujourd'hui peut-être des Kosovars encore. Non, dans la population, il n'y a plus de sentiment de revanche. Ils étaient boucs émissaires dans le moment immédiat de l'après-guerre parce que les uns et les autres se sont servis, les uns et les autres les accusaient, et ils se trouvent au milieu. Des fois, il y en avait qui avaient commis des crimes, il y en avait d'autres qui n'avaient rien commis, mais le pire, c'est dans ces situations-là, c'est que quand la ligne de démarcation, en fait, c'est l'appartenance nationale, ce qui était aussi le fait durant la guerre, parce que ce n'était plus une question d'idéologie. Quelqu'un se faisait assassiner tout simplement pour être albano-kosovar, comme on disait à l'époque, et pas forcément pour ses opinions politiques. Il y avait des gens qui n'y voyaient aucun intérêt ni dans l'indépendance. Ils ne sont quand même pas tout à fait bien intégrés encore dans la population kosovare, les Roms. Les Roms, ça par contre, c'est un problème où la responsabilité va aux politiques. Qui ne créent pas les conditions suffisantes. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, des intellectuels qui travaillent là-dessus, qui luttent pour cette intégration. La différence qu'il y a entre aujourd'hui et le 99, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler serbe en plein Pristina, personne ne se retourne. Pristina, c'est la capitale du Kosovo. Personne ne se retourne pour voir qui c'est, pourquoi c'est. Dans les premières années, quand on rencontrait des Serbes à Pristina, on parlait en général en anglais. Moi, ça m'a toujours paru un peu absurde parce que le serbe, c'est un peu comme ma deuxième langue, mais c'était une époque de tension que ça créait toujours. Il y avait la peur née de l'insécurité, de la peur de l'autre, je voulais dire l'intolérance née de cette peur-là, qui a disparu assez depuis cette époque-là. Vous dénoncez aussi une certaine pratique du photojournalisme. Vous voyagiez avec un photographe que vous qualifiez d'ailleurs à la fin du livre de paparazzi de guerre. Est-ce que ce voyeurisme, qui est finalement, on le voit bien, très lié à ce photojournalisme, n'est pas obligatoire pour émouvoir ? Non, absolument pas. Et quand je l'ai traité de paparazzi, ça a été vraiment un cri du cœur parce que ça a été une grosse déception, parce que c'était il s'est établi entre nous une relation affective très forte. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'appréciais, et ça a été comme une déception affective, sentimentale. Et non, ça ne doit pas être forcément lié. J'ai beaucoup parlé, et ça aussi c'est dans les interviews. Vous avez quelqu'un comme Ron Haviv
qui est extrêmement, comment dire, extrêmement esthétique. Et c'est un autre aspect à discuter, jusqu'à quel point une photo documentaire peut se permettre d'être esthétique. Parce que quand Henri Cartier-Bresson fait ses compositions merveilleuses, on est toujours... Est-ce qu'on est toujours dans le vrai? Exactement. Et dans la photo de guerre, on est obligé d'être dans le vrai. Il y a des photographes qui m'ont dit qu'eux, à partir du moment qu'ils trouvent que les sujets sont conscients d'être pris en photo, ils cessent, ils ne le font pas même. Pour terminer, comment vous voyez l'avenir de ce Kosovo qui est maintenant dirigé par une vieille connaissance à vous, de la vieille garde, Hashim Thaçi, ancien leader de l'UÇK? Un bel avenir pour le Kosovo? Hashim Thaçi n'est pas l'avenir, il est le présent. Peut-être même le passé. Un présent et le passé, mais quelque chose qu'on ne connaît pas toujours, c'est quelqu'un qui... Je ne suis pas du tout un partisan de M. Thaçi, mais il a été très utile pour que Kosovo fasse la transition d'un pays de réfugiés, de déportés, à un pays d'électeurs, à un pays de citoyens normaux. Parce que ça c'est aussi une autre question, parce que comme vous voyez, on relève plein de questions, parce que vous ne pouvez pas vous attendre à un pays de victimes de devenir d'un seul coup pleinement conscient d'agir de manière très démocratique. Vous savez, les démocraties, ça se cultive, ça se crée. Ça mûrit. Merci Gani Yacupi d'avoir été notre invité pour cet entretien. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien de France 24. Surtout, vous restez sur notre antenne pour plus d'informations.